Bonjour à tous et bienvenue pour cette sixième vidéo que je vais aussi consacrer, comme les deux dernières, au problème de l'éthique et des réactions que l'on peut avoir lorsqu'on est confronté à un dilemme d'ordre éthique ou moral. J'avais fait la distinction, alors pour ceux qui prennent en route, j'ai fait la distinction des trois grands types de morale, évidemment théorique, philosophique que l'on peut rencontrer dans l'histoire de la philosophie, la morale kantienne, dite déontologique, la morale, euh, disons, conséquentialiste de type utilitariste, et ce qu'on peut appeler l'éthique des vertus de type aristotélicienne. Pardon. Euh, Nous avions vu que le philosophe Paul Ricoeur articulait ça, toutes ces euh, grandes théories autour de la question du jugement médical. Seulement, des questions se posent toujours, à savoir par exemple comment réagir lorsque il s'agit de choisir ou pas des patients, lorsque vous avez des gens malades, que faut-il faire, etc. C'est un vrai problème, c'est un dilemme moral, qui est aujourd'hui, ce qui se pose aujourd'hui à tous les médecins et à la communauté médicale d'une manière générale, compte tenu de la situation qui est la nôtre actuellement. Euh, et pour ça, donc pour discuter de tout cela, j'avais pensé à faire appel à un livre, voilà, et à quelqu'un qui était un représentant de la pensée analytique en France, qui est mort très récemment, je crois que c'était en 2017, il me semble. Voilà, qui s'appelle, en plus le titre est amusant, L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, qui compile, si vous voulez, tout un tas de petites expériences de pensée euh, qui permettent de se demander, tiens, qu'est-ce que j'aurais fait moi à la place de cette personne. Euh, c'est un livre qui est qui a été écrit donc par Ruénogien, euh, qui était un des représentants de la philosophie analytique en France, un des seuls parce que c'est une philosophie qui n'est pas beaucoup étudiée en France, plutôt d'origine, disons, américaine, anglo-saxonne. Et il s'est penché sur les questions de philosophie morale, notamment pour pouvoir voir un petit peu, pour développer comment dirais-je, une éthique qu'on appelle minimaliste, c'est-à-dire euh, une éthique du moins possible de règles, moins possible de morale. Voilà. Je ne peux pas dire que ça soit une éthique qui soit la mienne, mais ça, c'est mon problème. Euh, mais elle est intéressante parce qu'elle fait partie d'une tradition philosophique qui ne peut pas être passée sous silence et qui a pour avantage de poser des questions auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Alors, est-ce que des expériences de pensée sont des expériences proprement philosophiques? C'est bien la question, c'est ce que défend Ruénogien. D'aucuns diront que ce sont plutôt des expériences de type psychologique. Peu importe. Le problème, c'est que l'intérêt, pardon, c'est que ça pose des problèmes et que ces problèmes-là méritent réflexion. Et Ogien a voulu contribuer à la réflexion morale, notamment sur des questions extrêmement concrètes, parce que lui considérait que, si vous voulez, dans la pensée morale était, elle, par contre, trop abstraite. Euh, D'ailleurs, comme il le rappelle dans l'introduction de son livre, c'est pas nouveau, hein, ce genre de petites expériences. Vous connaissez sans doute l'histoire de l'anneau de Gigès, vous avez dû en parler avec vos professeurs, on le trouve dans La République de Platon. Elle est évoquée au livre 2, où l'un des personnages, Glaucon, nous demande d'imaginer ce que feraient deux individus
l'un supposé juste et l'autre injuste, si chacun possédait l'anneau de Gigès qui a pour propriété de rendre son propriétaire, comment dirais-je, rendre son propriétaire invisible. Et donc, bon, c'est une thématique qui a été reprise d'ailleurs beaucoup par le cinéma, par exemple, dans des films dont parfois, avec plutôt pas mal de brio pour certains. Alors évidemment, la première hypothèse, c'est que la personne honnête, par exemple, va réagir de manière honnête. D'une manière générale, puisqu'elle est honnête, elle continuera d'être honnête. Et la première hypothèse, si vous voulez, de cette expérience de pensée, c'était que la seule chose qui nous retient d'être malhonnête, c'est la peur d'être pris et d'être puni. Si la personne honnête, du coup, ne risque plus d'être prise et d'être punie, et qu'elle devient invisible, elle se comportera. Est-ce que forcément elle se comportera comme malhonnête? Donc en fait, si vous voulez, c'est une espèce d'enquête conceptuelle auquel Platon s'est livré, et qui tendait à essayer de réfléchir à la question qu'est-ce qu'être juste, qu'est-ce qu'être honnête, et donc plus généralement à se questionner sur l'idée de justice. Et Ruanogien, comme sa tradition, défend l'idée que l'expérience de pensée en éthique peut servir à montrer que le problème psychologique qui est posé là est en réalité un problème d'ordre conceptuel et donc un problème d'ordre philosophique. Voilà. Et donc, cette tradition analytique s'est posé la question de savoir si on ne pouvait pas construire des expériences de pensée pour pouvoir essayer de voir comment réagir à ce moment-là. Est-ce que naturellement les gens réagissent en déontologue? Est-ce qu'ils réagissent plutôt en conséquentialiste ou plutôt en aristotélicien? C'était la question qui était posée. Évidemment, le livre d'Ogien n'est pas, comme il le rappelle lui-même, un livre consacré à un examen approfondi des trois grandes théories morales dont je viens de vous parler et de leurs ressources, mais à une analyse de la place des intuitions dans la justification de toutes les théories morales. Et Ogien souligne, et son œuvre entière a été consacrée à l'idée que toutes ces morales, finalement, ne servent pas à grand-chose, si ce n'est à, comment dirais-je, plutôt embrouiller la réflexion philosophique. Donc cette idée-là de faire des expériences sur le comportement humain pour confirmer des hypothèses sur la nature humaine ou infirmer des hypothèses sur la nature humaine est très très ancienne. Il se dit d'ailleurs, comme le rappelle Ruanogien, alors qu'il l'a, l'ayant lu lui-même dans le fameux livre Kant intime, paru chez Grasset en 1985, que Kant était un amateur de cet exercice, de petits exercices comme ça de comportement, pour lesquels il était peut-être pas très doué, parce qu'il a notamment une de ses hypothèses, c'était que, pour remettre ça dans le contexte de l'époque, mais une femme, disait-il, boude plus longtemps si on lui dit qu'elle est vieille, parce que c'est objectif, que si on lui dit qu'elle est moche, parce que là c'est subjectif. Voilà. Il a fait cette expérience avec une de ses sœurs qui a boudé. Voilà. Donc, selon certains chercheurs, si vous voulez, le meilleur service que ces expériences de pensée rendent, c'est d'essayer d'éliminer des théories irréalistes, tout simplement. Et de se débarrasser des clichés sur ce qu'on appelle la nature humaine. Si vous demandez ce type de chercheur si la nature humaine existe, il vous répondra non. Il vous répondra ça dépend. Voilà, c'est une sorte de grand relativisme, voilà, avec lequel je ne suis pas d'accord, mais on va voir que ça pose quand même des questions intéressantes, même si évidemment sur le point de vue de la scientificité, on peut douter, et puis on peut douter aussi du fait que le minimalisme justifie tout par l'absence de règles, d'une manière générale, ce qui me paraît un peu complexe. Voilà, ça. Donc si vous voulez,
En tout cas, pour ce qui concerne Ruyen-Augien, la tradition dans laquelle il s'inscrit, c'est plutôt une forme de libertarianisme, qui n'est pas un libéralisme, mais son pendant, disons, anarchique. Voilà. Alors voilà. Une des premières, une des premières et très célèbres expériences de pensée a été celle de Stanley Milgram en 1960. Vous avez là aussi probablement entendu parler de ça ou vu le film allemand La Vague. Stanley Milgram a eu l'idée de lancer une annonce dans un journal et a demandé à des individus ordinaires de venir participer à une simple recherche sur la mémoire. Voilà. En réalité, il se trouve que il se retrouvait en situation de faire apprendre une liste de mots à une autre personne, ordinaire aussi, d'apparence, et qui était en fait un complice de Stanley Milgram, qui était un chercheur en psychologie, hein, je ne l'ai pas souligné. Cette personne donc qui était interrogée, qui devait mémoriser des mots, se tenait dans une autre pièce, était sanglée et bardée d'électrodes. Et le rôle du professeur, donc la personne qui avait été recrutée, c'était donc de lui faire apprendre des mots, et à chaque fois que l'élève se trompait, on lui donnait la possibilité d'envoyer une décharge électrique, un choc électrique. Alors évidemment, il avait à côté de lui, autour de lui, un certain nombre d'expérimentateurs en blouse blanche, très autoritaires, qui lui demandaient aussi beaucoup d'autorité. Et l'expérience de Milgram voulait démontrer que les gens, tout le monde, allait s'arrêter. Et parce qu'ils avaient mis en scène les choses. Le type qui devait mémoriser les mots était à chaque fois, à chaque décharge, vous aviez des cris de douleur et de plus en plus fortes, de plus en plus fort évidemment à mesure que l'expérience avançait. Tout ça était évidemment fictif, mais et puis Stanley Milgram s'attendait à ce que les gens s'arrêtent. Or, 65% des sujets de l'expérience sont allés jusqu'au bout, hein, jusqu'à envoyer les 450 volts de décharge, qui était le maximum qu'on pouvait envoyer, parce que autour d'elle, il y avait des gens en blouse blanche qui les exhortaient à être de plus en plus sévères. Voilà. Donc, dans une situation particulière, Milgram a démontré que peut-être que 6 à 7 personnes sur 10 sont capables de se comporter comme des bourreaux, simplement parce qu'on leur demande de le faire, et parce que ils sont soumis à une autorité, même une autorité factice. Voilà, c'est une des premières expériences très intéressantes, et elle continue d'ailleurs de faire autorité, cette expérience. Voilà. Et puis, une autre expérience a été mise en place plus tard, alors une expérience plus théorique cette fois-ci, l'expérience du tramway qui tue, on en reparlera tout à l'heure. Alors, première petite expérience que je voulais vous soumettre. Alors, l'avantage de faire ça dans une classe, c'est que il peut y avoir un débat. Là, malheureusement, il n'y a pas de possibilité d'avoir de débat. Donc, ayez un débat avec vous-même. Simplement écoutez ce que je dis, et puis imaginez ce qui aurait pu se dire dans une classe à ce moment-là, parce qu'évidemment, c'est une question que j'aurais posée directement. Par exemple, Augien compile une des premières expériences qui s'appelle Urgence et qui pose la question suivante. Est-il acceptable de tuer un piéton imprudent pour éviter de laisser mourir 5 personnes gravement blessées qu'on transporte à l'hôpital en urgence? Alors mettons que moi, par exemple, si j'avais fait aujourd'hui le cours, je l'aurais transposé par rapport à l'actualité. C'est-à-dire que j'aurais dit, par exemple, est-il acceptable de tuer un piéton imprudent pour éviter de laisser mourir 5 personnes gravement atteintes du Covid-19? Scénario numéro 1, on peut appeler ça non-assistance à personne en danger. Vous foncez à l'hôpital, aux urgences,
avec dans votre voiture 5 personnes très gravement atteintes du Covid-19, en état de détresse respiratoire. Soudain, vous voyez sur le côté de la route une personne qui est victime d'un terrible accident. Vous pourriez la sauver, elle aussi, en la chargeant dans la voiture, et si vous ne le faites pas, elle va peut-être mourir. Mais si vous vous arrêtez, vous allez perdre du temps, et les personnes qui sont en détresse respiratoire sont donc, vous les mettez encore plus en danger. Est-ce que vous devez vous arrêter quand même? Voilà, première question, posez-vous cette première question. Deuxième scénario, vous tuez le piéton. Vous foncez à l'hôpital aux urgences avec derrière vous, dans votre voiture, 5 personnes très gravement atteintes du Covid-19. Chaque minute compte évidemment. Si vous perdez trop de temps, elles vont mourir. Mais soudain, vous voyez au milieu de la route un piéton qui traverse imprudemment. Si vous freinez, vous allez déraper, peut-être perdre du temps. Et les 5 personnes qui sont en détresse respiratoire dans votre ambulance vont peut-être mourir. Et si vous freinez pas, vous allez tuer le piéton. Est-ce que vous devez vous freiner quand même? Voilà. Deuxième scénario. Alors, l'hypothèse des philosophes qui ont inventé cette expérience, c'est que la plupart des gens penseront que dans les deux cas, ces deux cas ne sont pas moralement équivalents. Pourquoi? Parce que, euh, comme le dit Augien dans son livre, ils seront plus indulgents envers le chauffeur qui laisse mourir un blessé sur le côté de la route que pour celui qui tue volontairement le piéton. Or, il dit Augien, et à juste titre, les conséquences sont les mêmes, n'est-ce pas? Donc, voilà. La question est-ce qu'il faut tuer ou est-ce qu'il faut laisser mourir? C'est ça le souci. Si vous prenez le déontologiste, par exemple, il va se baser sur le critère de l'intention. Hein, voilà, l'intention ayant une valeur morale centrale pour les déontologistes, alors du coup, il est naturellement, il va distinguer entre le fait de tuer volontairement et le fait de éventuellement laisser mourir. Voilà. Ça, si vous voulez, il y a des cas dans lesquels on voit bien que la différence entre tuer et laisser mourir est importante, par exemple. Notons par exemple tout simplement l'euthanasie. Hein, la question de l'euthanasie est totalement basée sur cette question-là. Doit-on autoriser l'euthanasie, etc. Est-ce qu'il faut laisser mourir les gens? Dans quelle mesure? À quel moment? Ou alors, est-ce que quand quelqu'un dit «moi j'ai envie de mourir, excusez-moi, c'est mon droit le plus strict», est-ce qu'on doit lui donner la possibilité de le faire sans condamner? C'est des questions très importantes, ça, qui se posent tous les jours, finalement. Euh, voilà. Alors, le déontologie se place sur le plan d'intention. Le problème, c'est que, comme le dit Ruan Ochien, c'est que comment il peut distinguer le premier cas, qui est un exemple de le laisser mourir, du second, qui est un exemple de tuer, un exemple de meurtre, puisque l'intention qui oriente l'action est la même, finalement. C'est se débarrasser de l'oncle pour de la... Pardon, je suis en train de dire une autre situation. C'est se débarrasser de, du piéton euh, pour pouvoir sauver les autres. Même chose si par exemple, puisque je suis allé un peu trop loin, si par exemple vous avez quelqu'un qui est impatient d'hériter et vous trouvez, vous rentrez chez votre oncle par exemple, vous savez que vous allez hériter de lui, vous rentrez dans sa chambre, vous le trouvez pas, vous allez dans la salle de bain, il est en train de faire un infarctus, il est inconscient, un médecin pourrait peut-être le sauver, mais bon, bah, comme vous allez hériter, peut-être que bah, si vous le laissez mourir, finalement, bon. Hein. Et puis, la deuxième possibilité, vous rentrez chez lui, vous le trouvez comme ça, ou alors, bah, vous voulez absolument le sauver parce que c'est votre devoir. Donc, vous voyez. euh, et puis, alors, il y a une vraie différence entre, voilà, vous laissez mourir, vous le sauvez, ou alors vous décidez de le tuer. Ça, vous l'écrasez en voiture, par exemple. Bon là, c'est très clair. L'intention est claire. Hein, c'est tuer pour hériter. Donc, utiliser tous les moyens pour parvenir à sa fin.
Alors, que ce soit les déontologistes, et les autres, les conséquentialistes, etc., Ogien montre que le philosophe, finalement, lorsqu'il fait une expérience de pensée, se place toujours. Mais les gens aussi, quand on leur pose la question, du point de vue, dans la perspective des agents, de celui qui agit. Mais comme il le rappelle à juste titre, on pourrait aussi éventuellement se mettre à la place du patient incurable qui veut continuer de vivre et qui veut se sauver de son Covid-19. Vous avez un patient incurable, par exemple, lui, entre faire mourir, laisser mourir, etc., il s'en fout, il veut ni l'un ni l'autre, il veut juste que les deux options ne soient pas possibles. Enfin, il veut, peu importe, si vous voulez, que les médecins interviennent activement pour le faire mourir ou qu'ils le laissent mourir en mettant un terme aux soins qu'ils maintiennent en vie, le patient ne veut ni l'un ni l'autre. Voilà. Il devrait en aller de même pour un malade incurable qui ne veut plus vivre d'ailleurs. Enfin, c'est le cas de l'euthanasie. Peu importe que les médecins interviennent activement pour le faire mourir, dit Ruyan Ogien, ou qu'ils le laissent mourir en mettant un terme aux soins qu'il mettait en vie, le patient veut l'un ou l'autre. Il veut juste vivre, c'est tout. Point final. Voilà. Ensuite, alors, malheureusement, j'arrive à bout de cette première vidéo. Je vous fais juste après la théorie de l'enfant qui se noie dans les temps, enfin, l'expérience de pensée de l'enfant qui se noie dans les temps, et puis ensuite, l'expérience du tramway qui tue. Et on en terminera. On s'arrêtera là, d'ailleurs, je pense. Je suis en train de. Je rappelle simplement que ces cours